Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu, le magazine qui chaque soir sur BX1 décrypte avec vous l'actualité bruxelloise. Le vendredi, c'est notre formule avec un grand témoin de cette actualité bruxelloise. C'est le dernier numéro de la saison puisque la semaine prochaine, BX1 passera en grille d'été. Cette semaine, nous n'avons donc toujours pas de gouvernement. Les négociations sont même devenues un désert dans lequel plus rien ne pousse. On parlera de ces négociations. On parlera aussi de notre politique de défense aujourd'hui. Comment faire pour investir l'équivalent de 2% de notre produit intérieur brut dans notre armée? La Belgique va-t-elle respecter les objectifs fixés par Donald Trump? Et puis finalement, est-ce qu'en Europe, nous avons encore quelque chose à dire sur la marche du monde? Notre invité cette semaine, il est député au Parlement européen, justement. Il est également président de parti de l'un des membres de la coalition Arizona, qui connaît d'ailleurs quelques tensions ces derniers temps. On en parlera aussi. C'est Yvan Verhofstadt qui est avec nous. Bonsoir Yvan Verhofstadt. Bonsoir. Merci d'être à BX1. Vous êtes donc le président des Engagés. On va commencer avec l'actualité internationale et cette fameuse norme d'investissement en politique de défense qui devrait à terme représenter 5% de notre produit intérieur brut. C'est ce qui a été décidé, acté au sommet de La Haye avec Donald Trump. En réalité, 3,5% pour la défense, 1,5% pour les grandes infrastructures qui peuvent contribuer à la sécurité. Pour l'instant, côté belge, on reste calé sur 2% d'ailleurs. On va écouter ce qu'en disait Bart De Wever, le Premier ministre. C'était lundi lors du sommet de l'OTAN à La Haye, aux Pays-Bas, et il était interrogé par l'agence Belga. On avait promis de faire les 2% en 2014 déjà, sommet de l'OTAN au Pays de Galles par M. Di Rupo. On n'a jamais délivré. Donc venir sans les 2% ici et sans une vision stratégique pour les dépenser, ça serait quand même très incrédible. Je pense qu'on doit se focaliser sur le 3,5. Ça sont les dépenses militaires, défense dans le sens strict du mot. On a 10 ans pour les réaliser. On a prévu aussi pas de trajectoire obligée, c'est important. Donc il y a de la flexibilité. Et aussi un moment d'évaluation en 2029 pour voir comment le monde se présente en 2029 et quelles seront les obligations à ce moment-là. Et je pense qu'à ce moment-là, on sera obligé de clarifier comment on va encore avancer. Alors, on va encore devoir clarifier. On a deviné l'ombre de Theo Franken, le ministre de la Défense, derrière Bart De Wever, Yvan Verhofstadt. Gros débat, donc ces 2%, a priori, c'est acté. On va les prendre où ? Alors ces 2%, on va les prendre où ? On va surtout encore devoir chercher, voir avec, c'est vrai, des one-shots dans un premier temps, mais on sait qu'on ne finance pas une politique récurrente avec des ventes d'actifs ou avec d'autres choses. Donc il va falloir aller chercher ces 2%. Alors c'était prévu dans la trajectoire, il va falloir l'anticiper. C'était prévu dans la trajectoire budgétaire, ça fait partie de nos obligations et je pense que le Premier ministre a raison de dire que ces 2%, nous n'étions pas crédibles. Il faut savoir qu'au niveau européen, chaque instance dans laquelle on allait, on a dit, écoutez, on disait quand même à la Belgique, vous parlerez quand vous serez au moins aux 2%, quand vous ferez votre partie, quand vous payez votre cotisation, vous pourrez être membre du club. Ces 2%, c'est le minimum. Par contre, là où je me différencie un petit peu, c'est que moi, j'insiste beaucoup sur le 1,5 qui est en dehors des 3,5. Parce que notre défense, et c'est vrai qu'on voyait l'ombre du ministre de la Défense, notre défense est bien autre chose que du kaki, c'est bien autre chose que des avions ou des tanks. Notre défense, c'est aussi nos infrastructures. On le sait par exemple au niveau énergétique. On sait qu'on a des panneaux photovoltaïques dans lesquels il y a des inducteurs, des petites pièces qui peuvent être utilisées à distance et qui pourraient être par des Chinois. On sait que 80% de ces inducteurs sont chinois, qui pourraient couper nos panneaux photovoltaïques et créer un blackout. Donc là, il faut qu'on gagne en autonomie. Il faut qu'on gagne en autonomie, mais juste aussi un chiffre en sécurité sur le matériel qu'on utilise dans notre système énergétique. Un jour de blackout en Belgique, un jour sans système électrique en Belgique, c'est l'équivalent de la moitié du chômage sur une année. La moitié du chômage sur une année, un jour. Alors, on va quand même revenir sur cette notion des 2%. Tout à fait. Parce que vous nous parlez de one-shot, donc de vente d'actifs, peut-être pour les premières années, mais à terme, il va quand même falloir rééquilibrer les budgets. Comment on fait ? Est-ce qu'on doit lever de nouveaux impôts ? Maxime Prévost n'a pas exclu que ça puisse être le cas. Les libéraux, notamment francophones, ne veulent pas en entendre parler. Georges-Louis Boucher. Est-ce qu'on va devoir diminuer nos dépenses de sécurité sociale ? 2%, ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est relativement colossal. Hein ? Alors, c'est énorme et on sait qu'on est dans une situation budgétaire qui est déjà aujourd'hui très très difficile et c'est vrai que le premier point, je pense qu'on est tous d'accord au sein de l'Arizona pour dire que le premier point c'est une utilisation efficace des deniers publics. Il faut que l'on dépense moins, il faut faire des économies là où on peut les faire.
mais on ne va pas faire des économies sur la sécurité sociale, sur la santé des gens, et on a des limites aussi dans ce qu'on peut faire en termes de sécurité sociale et de ces priorités-là. Et donc nous vous disons simplement qu'on ne pourra pas tout faire avec des économies. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir des déficits. Mais les déficits, ce sont les impôts de demain. Et moi, je ne veux pas être responsable de mettre des déficits supplémentaires sur les prochaines générations, sur mes enfants, parce qu'on aurait été incapable d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Donc, plus d'efficacité, pas forcément plus de déficit, il nous reste plus de revenus. Et c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas exclure qu'à un moment donné, on ait la possibilité ou la nécessité de devoir rééquilibrer les choses. Donc ça va devoir se discuter entre partenaires. Ça devra se discuter entre partenaires. Ouais. Donald Trump, il a déjà été relativement menaçant avec l'Espagne, où il a dit aux Espagnols, puisque vous ne voulez pas faire les 2% ou les 5% à terme, vous allez être punis en droit de douane. C'est quelque chose qui pourrait nous arriver à nous en Belgique si on ne respecte pas nos engagements ? Il faut aussi remettre un petit peu Donald Trump à sa place, et je pense que ce n'est pas à lui de décider exactement tout ce que l'on fait. Oui, mais là, pour l'instant, au sein de l'OTAN, il a obtenu gain de cause. Hein. Alors, on s'est engagé sur les 5% sur le principe. Vous avez entendu le Premier ministre avec les limites qu'il y fixe. C'est encore aux États et aux régions de définir comment on va dépenser notre argent. On a dans ce club une cotisation, un membership, on va dire ça comme ça, de 2%. On ne l'a pas fait. On va le faire, on va l'assumer. Et on fera 5% un jour ? Et à 5% un jour, on verra. C'est un objectif qui peut être fixé aujourd'hui. On a une clause de rendez-vous en 2029, mais je peux vous dire qu'à court terme, en tout cas, on n'ira pas bien au-delà de 2%. Ouais. La relation quand même entre les États-Unis de Donald Trump et l'Union européenne ou l'OTAN, les Européens mais en général, elle est un petit peu compliquée. Est-ce qu'on doit s'inquiéter d'une augmentation de nos droits de douane ou est-ce qu'on doit aller qui coûte que coûte vers un accord avec les Américains sur cette question? La question n'a pas été tranchée lors d'un sommet européen hier. Hein. Mais clairement, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit faire attention à la manière dont négocie Donald Trump. Donald Trump, il vous casse le nez, et puis après, quand il vous tord le bras, il demande que vous lui dites merci. Moi, il n'est pas question que l'on cède à Donald Trump. Les États-Unis ont besoin de l'Europe. Il faut qu'on arrête de croire en Europe qu'on est petit. On a les services, les sociétés de services, que ce soit les GAFAM ou autres, font énormément d'argent sur le territoire européen. Donc on ne doit pas avoir peur de ces menaces. Je pense qu'on doit être capable de lui répondre avec le même ton qu'avec celui qui nous agresse, vu que c'est le seul ton qu'il comprend. Ouais, ce n'est pas la tradition européenne. Hein. On voit mal Ursula von der Leyen employer le même vocabulaire que Donald Trump. Écoutez, on ne va pas devenir Donald Trump, ce n'est pas ça qu'on nous dit, mais simplement il faut savoir utiliser les mots et les méthodes que les gens comprennent. Et aujourd'hui, on sait que c'est le rapport de force que comprend Donald Trump. Moi, je ne céderai pas aux menaces de Donald Trump. Alors, il y a toute la question aussi du projet européen dont on sent qu'il est un petit peu en train d'être revu, réorienté, rediscuté. Le Green Deal, par exemple, hein, cette politique verte de promotion notamment des énergies renouvelables, on doit la remettre en cause ou on doit la maintenir coûte que coûte en Europe? Écoutez, en Europe, on est dans une situation qui est quand même assez compliquée. Au Parlement européen, on voit semaine après semaine les conservateurs qui s'allient avec les extrêmes, l'extrême droite, et qui remettent en question toute la stratégie écologique et économique qui a été mise en place lors de la dernière mandature. Honnêtement, pour parler vrai et clair, je pense que c'est stupide. C'est stupide parce que peut-être au nom facile d'économiser 1 euro ou un demi-euro aujourd'hui, on est en train d'hypothéquer la possibilité d'en gagner 4 ou d'éviter d'en payer 4 demain. Donc on doit continuer à investir dans la lutte contre le réchauffement climatique. On doit investir dans la lutte contre le réchauffement climatique, on doit investir dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles énergies, parce que c'est celles qui nous permettront d'être rentables, profitables et compétitifs demain. Aujourd'hui, la Chine va beaucoup plus vite que nous. Si on ne fait rien, dans 30 ans, on pleurera sur le lait répandu. Moi, je ne ferai pas partie de ceux qui auront hypothéqué l'avenir de nos enfants. Ouais, autre question, il y a parfois des tensions entre les États historiques de l'Union européenne, dont la Belgique fait partie, et puis de nouveaux États qui sont entrés plus récemment et qui viennent plutôt de l'Est de l'Europe. Quand la Slovaquie, par exemple, bloque une nouvelle tranche de sanctions contre la Russie dans l'affrontement Russie-Ukraine, on est un petit peu les otages des nouveaux États membres. On doit s'en distancier. Ça démontre que l'Europe est dans la manière dont est organisée l'Europe aujourd'hui, dans sa capacité à prendre des décisions fortes, claires, précises, qui est de plus en plus nécessaire dans un monde où tout va de plus en plus vite. Je pense qu'on devra avoir un jour une réforme de la manière de nos traités, de la manière dont est organisée la prise de décision en Europe, avec peut-être aussi revenir à des ensembles plus petits pour être capable d'aller plus loin, plus vite, plus fort ensemble. Quand un dirigeant européen, Viktor Orban, interdit la Gay Pride dans son pays, c'est l'Europe à laquelle on appartient ou pas ? C'est l'Europe que l'on ne peut pas accepter, pour laquelle il faut se dresser. Moi, j'irai ce soir en Hongrie pour être aux côtés de ceux qui se battent pour le droit des minorités LGBTQIA+. Donc vous ferez le déplacement, vous ? Je ferai le déplacement, non seulement pour défendre le droit de ces minorités, mais aussi pour dire que la liberté d'expression... Vous savez, aujourd'hui, M. Orban a refusé
autoriser que des gens manifestent pour exprimer le droit d'aimer qui on veut et d'être qui on veut, et à accepter dans le même temps des contre-manifestations d'extrême droite sur le sol européen, là où on a la liberté de circuler. Ce n'est pas possible. On est en train de perdre quelque part des fondamentaux, que ce soit en droit international ou en droit national. Mais quand les Européens sont à ce point divisés sur la question des valeurs, Yvan Verhofstadt, on imagine qu'on va avoir de plus en plus de mal à peser sur le débat international. Est-ce qu'on est en train de devenir les nains du concert international, l'Union européenne? Le danger, c'est que des gens comme certains dirigeants que vous avez cités aujourd'hui font le lit de nos adversaires, font le lit de la Russie. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a une armée russe d'influence de nos opinions publiques qui nous pousse des gens vers une voie sans issue qui est la voie de l'extrême droite, qui est celle qui a été empruntée par ces dirigeants-là. Alors, on va prendre des questions de nos téléspectateurs. Ils vont nous ramener vers l'actualité fédérale et on va peut-être être un peu en décalage par rapport au discours que vous venez de nous tenir. On va prendre une question de Chantal qui nous dit qu'elle a été très déçue de ce glissement à droite des engagés. On imagine, quand on se dit engagé, on s'engage à respecter sa parole et non à retourner sa veste. Ça pose la question du positionnement des engagés. Donc vous êtes le nouveau président depuis quelques mois, vous avez succédé à Maxime Prévost, parti du centre, parti de centre-droit, les engagés? Alors moi je me sens pas, je respecte évidemment l'avis de Chantal, mais je ne comprends pas pourquoi elle nous dit ça. Aujourd'hui, nous luttons tous les matins, tous les midis, tous les soirs, justement pour veiller à garder l'équilibre, la solidarité au sein de ce gouvernement. Nous sommes la voix de ceux qui veillons à ne pas fracturer cette société, et nous avons plus que jamais... Alors certains disent aujourd'hui qu'on est très différents et que c'est difficile avec le MR, d'autres disent qu'on est à droite. Justement, je vous propose... je crois que c'est pas ça la réalité. Jean-Yves, qui nous a aussi envoyé un message, pourquoi être continuellement à la remorque de la droite ultralibérale, à savoir le MR? Je vous propose de ne pas répondre tout de suite, je vous propose d'entendre un témoignage qui va un petit peu dans le même sens. C'était mercredi, lors de la manifestation en front commun des syndicats qui s'opposaient à la politique sociale de la coalition Arizona. On va écouter Felipe Van Gersblick de la CNE, la Confédération nationale des employés, donc du syndicat chrétien. Du temps de Joël Milquet, ça fait pas 30 ans, mais ça fait quand même un petit moment, elle nous écoutait encore. Et il y avait du respect. Et elle savait plus ou moins de quoi nous parlions. Depuis lors, ils refusent même de nous entendre, de nous rencontrer. Donc, pour moi, je ne peux pas considérer que les engagés sont un parti qui défend les travailleurs, sauf bien sûr si on se fie aux belles paroles. Maxime Prévost est champion du monde pour les belles paroles. Maintenant, c'est Yvan Verhofstadt, le président des engagés. Oui, ça peut changer la donne ou pas? Jusque présent, dans les faits, ça n'a rien changé. Quand on étudie les programmes, les partis qui défendent les travailleurs, parce que pour moi, travailleurs chrétiens, musulmans, pastafarians, mécréants, tout est bon pour moi, les partis qui défendent les travailleurs, dans les mots, je vois que c'est le PS, c'est Écolo, c'est le PTB, mais depuis très longtemps, c'est plus le CDH, et encore plus du tout les engagés. Pouvoir répondre à Jean-Yves et à Felipe Van Gersblick. Est-ce que les engagés sont aujourd'hui à la remorque du mouvement réformateur et ne défendraient plus les travailleurs? Écoutez, pour nous, et c'est clair, la solidarité, tourner le dos à la solidarité, ça sera toujours sans les engagés. Nous nous battons tous les matins, tous les midis, tous les soirs, comme je vous le disais, pour cela. On le voit au sein du gouvernement, ça crée certaines tensions. Alors moi, un jour sur deux, on me dit qu'il y a de la bisbrouille avec le MR, que les engagés sont en train de quelque part poser un problème au sein du gouvernement et des tensions au sein de l'Arizona. Et puis le lendemain, on nous dit à la remorque du MR ou de la droite, je pense que ça n'a pas de sens. On a notre ligne. Et notre ligne, c'est une ligne qui veut mettre à l'emploi. Et aujourd'hui, contrairement à ce qui a été dit, on le voit encore avec la situation du chômage en Wallonie et du chômage de longue durée en Wallonie. C'est le résultat de 10, 20, 30 ans de gestion socialiste. Peut-être que ce monsieur n'est pas au courant des chiffres, mais la réalité du bilan des socialistes aujourd'hui, c'est que dans les 250 communes qui ont le plus haut taux de chômage de longue durée, eh bien, il y a 86% des communes wallonnes, 100% des communes bruxelloises, largement PS, et 6% des communes flamandes. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de voir la réalité en face et d'avoir une autre politique, parce que cette politique-là, elle mène à l'enfermement des gens dans le chômage de longue durée. Et à ce que je sache, le chômage n'est pas la politique de l'emploi. Ouais, donc vous assumez qu'il y a eu un shift, en tout cas depuis les dernières élections, et qu'on change de méthode, en tout cas. En tout cas, moi je pense que... notre objectif, c'est d'avoir plus d'emplois en Belgique et donc d'avoir plus de personnes qui sont en capacité de s'épanouir. C'est pas d'enfermer les gens dans le chômage de longue durée, comme certains semblent vouloir le prôner, ou en tout cas semblent s'en féliciter. Alors, vous êtes à BX1, Yvan Verhofstadt, on va donc vous parler quand même un petit peu de ces négociations bruxelloises. On a le sentiment qu'il ne se passe plus grand-chose sur ce terrain-là, même peut-être que les négociations seraient complètement à l'arrêt. On va écouter ce qu'en disait Alain Marron pour Écolo, c'était en début de semaine dans nos studios. Il faisait référence à la trajectoire budgétaire que le mouvement
mouvement réformateur a voulu mettre sur la table. C'était déjà il y a une dizaine de jours. Le texte déposé par le mouvement réformateur, en fait, il ne tend la main à strictement personne. C'est le programme du MR, point barre. Et lors des quelques contacts qui ont eu lieu après le dépôt de cette note-là, il a été assez clair de la part de M. Lester qu'il n'attendait pas réellement qu'Ecolo monte dans un gouvernement. Donc c'est pas la peine d'aller à des rencontres. Si eux-mêmes nous disent qu'ils ne souhaitent pas que nous montions dans un gouvernement avec eux, effectivement, ça ne vaut pas tout à fait la peine. Alors, Yvan Verhofstadt, donc président de parti, théoriquement toutes les informations remontent jusqu'à vous. Donc vous posez la question, on se parle pas, on se parle plus, on négocie en coulisses ou il ne se passe plus rien? On ne se parle pas assez en tout cas. On ne se parle pas assez en tout cas parce que les uns et les autres aujourd'hui ne semblent plus prêts à faire suffisamment de pas pour pouvoir justement trouver cette conciliation et ce compromis. Moi, mon appel, c'est justement que, et en tout cas les deux plus grands partis, ceux qui ont gagné les élections, que ce soit le PS ou le MR, retrouvent cette capacité à discuter, à se parler, à trouver et à faire des compromis. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra sortir Bruxelles de l'ornière dans laquelle elle est en train de s'enfoncer et qui est un danger pour tous les Bruxellois. Les Bruxellois qui ont voté pour les Verts, les Bruxellois qui ont voté pour le PS et ceux qui ont voté pour les autres partis. Donc il est plus qu'urgent que ces deux partis continuent à se parler ou recommencent à se parler. Alors parfois, ça peut-être se faire dans la discrétion, tant mieux, j'espère que c'est ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, on a besoin urgemment que ces deux-là commencent à se reparler. Quand vous évoquez un danger, c'est quoi le danger aujourd'hui pour Bruxelles? Mais la cogestion de Bruxelles, on sait à quoi ça pourrait mener. On sait que donc la cogestion par la Flandre et la Wallonie. Si on fait la preuve définitive que Bruxelles est incapable de se gérer, de s'auto-gérer, si on est incapable de se prendre en main à un moment donné, on va revenir dans une idée de cogestion par la Wallonie et la Flandre, et on finira par avoir de nouveau des viaducs qui arriveront jusqu'à la Grand Place ou jusque dans les bureaux. Je veux dire, c'est ça, et c'est pas ça la vie qu'on veut pour les Bruxellois et les Bruxelloises. Ouais. On a une paupérisation de Bruxelles, on a des difficultés pour se déplacer dans Bruxelles, on a des priorités sur Bruxelles, on a le fait bruxellois qui doit absolument être défendu, avec justement toute la richesse de Bruxelles. Bruxelles est une ville extraordinaire, une ville avec une capacité, un potentiel extraordinaire. Il doit pouvoir être aussi mis au service des Bruxellois. Pour ça, il faut que donc PS et MR se parlent. Oui. J'imagine que vous avez d'un côté des contacts avec Georges-Louis Boucher, de l'autre des contacts avec Ahmed Laoueche. Vous les sentez en capacité de se parler ou il va falloir que quelqu'un joue les médiateurs? Et est-ce que ce quelqu'un peut être Yvan Verhofstadt? En tout cas, j'ai le sentiment que l'un comme l'autre ont quand même un sens des responsabilités, ont le sens des responsabilités. Ce sont deux hommes intelligents. C'est vrai qu'il y a eu des différends, mais je pense que maintenant ces différends, il est temps de les aplanir, il est temps de les dépasser. Si je peux ou si je dois à un moment donné jouer le rôle d'intermédiaire, on vous l'a pas demandé jusqu'à présent? On ne l'a pas demandé jusqu'à présent, je suis évidemment à disposition, mais telle n'est pas la question. La vraie question, c'est que je crois que ces deux personnes-là, à un moment donné, je reste optimiste parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit le faire. On a deux personnes intelligentes qui retrouveront le chemin de la concertation. Vous n'avez quand même pas le sentiment que depuis que David Lester et Georges-Louis Boucher ont annoncé cette trajectoire budgétaire, il ne s'est quand même pas passé grand-chose, qu'on laisse un petit peu le temps filer, qu'on ne se saisit pas réellement du dossier. Vous pouvez être d'accord avec cette appréciation-là ou pas? Écoutez, c'est difficile. Alors on dit souvent que patience est mère de l'enseignement. Ça sert à quelque chose de laisser le temps passer? Ça fait baisser la pression? C'est ça l'idée? La seule chose à laquelle ça peut servir, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est qu'à un moment donné, quand il y a eu des blessures, quand il y a eu des mots qui n'étaient peut-être pas les mots les plus adéquats à certains moments, le temps permet parfois de dépasser et de cicatriser. J'espère que c'est à cela qu'il est utilisé actuellement et qu'on pourra bientôt le dépasser. Alors, je vous propose une dernière question pour refermer cette émission d'un membre du public. C'est Charles qui nous dit à propos de la mise en place du gouvernement régional, est-ce qu'il ne serait pas temps de réformer le système tout en respectant les deux groupes linguistiques? Et lui, il fait une proposition, organiser une consultation populaire en cas d'échec des négociations, par exemple après un délai de 3 ou 6 mois. D'abord, sur la première partie de la question, réformer ce système de double collège au Parlement bruxellois, vous êtes preneur, j'imagine? J'en suis convaincu depuis bien longtemps, parce que si vous vous souvenez de notre toute première interview, je vous l'avais déjà dit, quand j'ai débuté en politique, que ça mènerait un jour à une impasse. Ouais. Et alors, l'autre question, est-ce qu'on devrait, théoriquement, la Constitution nous interdit de convoquer une élection? Alors, je pense qu'on devrait pouvoir, à un moment donné, pour débloquer le système, revoter au niveau des régions. Alors, c'est vrai qu'on a un terme fixe, mais avec peut-être la possibilité, dans ce genre de situation, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être mis sur la table et qui peut être discuté, la possibilité de retourner vers l'électeur pour lui redemander de poser un choix. Ouais, il y a une date symbolique, c'est le 21 juillet. Est-ce qu'au 21 juillet, on a un gouvernement, on a lancé les négociations, on n'est toujours nulle part? Alors, j'ai envie de parier sur le fait qu'on aura lancé les négociations.
Donc ça, c'est possible encore. Je pense que c'est encore 21 possible. juillet. Merci beaucoup, Yvan Verhofstadt. Merci d'avoir été notre invité ce matin. On va signaler ce soir, et on va signaler que demain midi, ce sont Ismaël Minot et Isabelle Durand qui seront les invités de Stéphanie Meyer dans l'émission Les Experts, et que moi, je reviendrai lundi matin à partir de 6h58. Bonne journée, bonne fin de journée et bon week-end à tous.